Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Comme à l'habitude, tout près du Mont Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal au Québec, Canada, voici le Vidéorandia avec les chevaux de l'Apocalypse. C'est à voir. Nous étions samedi le 23 avril 2022 pour ce Vidéorandia numéro 17. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Mes invités, Bernard Simon-Nagui, Jean Pasquier, Monsieur Guy Félix. Sur le thème, le cheval vert, le cheval verdâtre, qui devra suivre. La magie. Dans la magie, l'âme agit dans la magie. Ne manquez pas de lire le complément surprenant. Écoutez, le cheval nous le dit. Beaucoup d'informations très détaillées sont ajoutées par Gilles Surprenant dans le complément surprenant pour l'émission d'aujourd'hui. À ne pas manquer de le lire. Bonne émission. Et pour ce Vidéorandia numéro 17, bien, nous sommes arrivés au fameux 4e cheval, le cheval qu'on appelle le cheval verdâtre, pale horse en anglais, et ça signifie le cheval malade, dans des couleurs verdâtres, alors que la santé, évidemment, ça serait dans le sens rouge un peu, là. Et ces chevaux, on dit, c'est la plus belle conquête de l'être humain. Je dirais d'avoir, non pas seulement dressé, mais apprivoisé le cheval, domestiqué le cheval, qui est très fort physiquement, qui pourrait être très dangereux. En général, les chevaux sont dociles, sont doux, et ils ressentent beaucoup par empathie la psychologie des profondeurs de l'être humain qui les aborde pour les chevaucher. Alors, quand un cheval il devient le pale horse dans l'Apocalypse, c'est pour ça que je suis devant l'Église catholique, parce qu'on se réfère à l'Apocalypse, un texte de l'Apocalypse, qui est le dernier livre du Nouveau Testament que les Juifs ne connaissent pas, là, et ça n'a rien à voir avec leur culture. On nous dit que ça va être le 4e fléau qui va frapper la terre, après le cheval blanc qui était venu pour imposer une paix, puis après un certain temps, les gens l'ont rejeté. Puis après ça, est arrivé le cheval noir, ensuite le cheval rouge sang, tout à feu et à sang, la guerre. Arrive ce fameux cheval vert. Et ce cheval vert nous amène la fameuse peste. Vous savez, ce mal qui frappait toute l'humanité, tous les animaux malades de la peste. Et appelons-la par son nom, la peste, comme dirait Victor Hugo. Évidemment, on comprend l'importance qu'a eu dans l'histoire de l'humanité ces fameuses interventions, appelons ça divines si vous voulez, qui ont créé des fléaux. Et on nous dit, tous étaient frappés, même si tous n'en mouraient pas. Alors là, on comprend évidemment qu'il y a des gens qui ont été affublés de la maladie, mais pas tous en sont morts. Et on a cherché un coupable. Alors, dans les fables de La Fontaine, on a trouvé le coupable. Alors, on a demandé aux animaux de se présenter pour essayer de défendre leur point de vue et de se donner bonne conscience qu'ils n'étaient pas les responsables de la maladie. Et tous arrivaient avec de bons arguments pour dire « c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre ». Mais quand est arrivé l'âne, un âne, on l'a trouvé tellement innocent, lui, qu'il n'avait rien à dire pour se défendre. Et parce qu'il n'avait rien à dire pour se défendre, parce qu'il ne comprenait pas tout à fait le contexte dans lequel on cherchait un coupable, on l'a condamné d'être celui qui, par inconscience, répandait la maladie sans s'en rendre compte. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses dans la réalité d'aujourd'hui, dans notre réalité. Eh bien, ce que j'ai l'intention de vous présenter aujourd'hui remonte à plus de 30 ans.
dans les émissions d'ésotérisme expérimental, à une époque où je recevais dans mon studio des gens de très haut calibre, avec lesquels on échangeait sur des dossiers, comme vous l'avez vu dans le sous-titre, dans la magie, l'âme agit. Et devant les fléaux naturels, on nous dira qu'il existe une magie naturelle, qu'on pourrait appeler un peu comme du chamanisme. Hein? Au lieu d'être la pharmacopée, c'est les guérisseurs qui se servent de potions, puis de plantes, puis de choses naturelles. Ceux qu'on a considérés comme des sorciers et des sorcières, qu'on a brûlés sur la place publique, évidemment. Ouais, plus ça change, plus c'est pareil, hein? Ouais. Alors, qui est l'âme dans tout ça? Et qui, finalement, va comprendre, parce que j'ai été moi-même surpris en m'écoutant, 30 ans plus tard, de la façon dont j'ai interviewé mes invités, qui sont quand même des compétences dans le domaine de la magie opérationnelle. Magie noire, magie blanche, la haute magie, tout ça va être expliqué durant l'heure qui vient. Moi-même, il y a bien des éléments que je ne me souvenais pas d'avoir abordés, surtout la manière, je dirais, insidieuse de poser la question qui tue assez souvent à mes invités, parce que je voulais vraiment qu'on passe à un deuxième, à un troisième niveau, à un quatrième niveau. Et ça remonte à 1989. Voici cette émission qui cadre parfaitement avec la démarche que nous allons vivre dans les semaines qui viennent, à l'approche de ce fameux fin février 2023. 24 février 2023, dans à peu près 6 mois. Alors voilà, bonne émission. On se retrouve à la toute fin avec nos chevaux qui paissent dans les champs ici autour de Mont-Saint-Hilaire. Bonne émission. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette émission d'ésotérisme expérimental. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au début de l'émission, il s'agit de parler de choses occultes, magiques, mystérieuses. Puisqu'avec 3 invités, nous avons comme thème la magie, mais la haute magie. C'est pas la prestidigitation où on agit plus avec les doigts, les mains, tu sais. C'est de la véritable magie et on disait que dans la magie, l'âme agit. Comme premier invité, voici M. Bernard Simon. M. Bernard Simon Nagui, bien connu, surtout comme spirit, communicateur avec le monde des esprits. Entre autres, oui. Bonsoir, M. Richard. Bien oui, bonsoir, M. Bernard Simon. On va, dès le départ, faire une mise au point sur une librairie qui devait être ouverte l'automne dernier. Eh oui, ça a été de la magie. Parce que ça devait ouvrir en novembre et on devait être à un salon d'ésotérisme pour le présenter. Et par bonheur, j'ai eu un accident à la nouvelle lune du 29 octobre. Et j'ai été pendant 3 mois hors du circuit. C'était les grandes vacances et l'apprentissage de la dépendance. Dépendance des autres pour se faire un café, dépendance des autres pour les faire pipi, la dépendance totale, en chaise roulante, les pattes en l'air. Avez-vous l'impression que c'était comme un message là, qui voulait vous dire « Non, la librairie, c'est pas votre domaine » ? C'est parce que je dépendais des autres dans cette librairie-là, puisque je ne devais pas le faire moi-même. Ah bon. Et c'était un mauvais... Je ne suis pas un commerçant. Mais c'était pas un présage, ça, pour dire Bernard oui, Simon? ça définitivement. C'était un présage. Tu vas trop loin, mon grand garçon. Tu n'es pas ici pour faire des sous. Bon, alors donc la librairie, on n'en entendra pas. Pour le moment, non. Parfait. Vous nous avez amené 2 invités que vous connaissez sûrement, puisque vous êtes professeur pour ces personnes qui sont en stage d'études chez vous. Bien, c'est-à-dire qu'on a des cercles de magie, et M. Félix lui-même, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine parce que
Il a évolué du côté du mysticisme surtout. Il a connu dans son pays d'origine les gens qui font du vaudou et c'était une chose qui lui plaisait pas tellement parce qu'il œuvrait dans un autre sens. Et M. Pasquier, qui est également avec moi, qui lui est un magicien depuis une quinzaine d'années, parce qu'il avait été impressionné lors de son passage aux îles Maurice par un sorcier, et puis il a été intéressé à ça, et puis je l'ai rencontré, il pratiquait la magie, donc on s'est connus comme ça. Bon, c'est un peu la présentation que je faisais tantôt. Magie, il ne s'agit pas là de prestidigitation. Vous êtes ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Des magiciens, là, des prestidigitateurs de spectacles. Vous étudiez la véritable magie des profondeurs. C'est ça. La haute magie des profondeurs. Ça s'appelle la haute magie, alors qu'en même temps, ça procède par des procédés de basse magie. Par basse magie, il faut bien se comprendre. Ce qui s'appelle la basse magie, en magie, c'est la magie naturelle. La magie des sorciers qui se sert des éléments de la nature pour effectuer des choses, des changements dans la vie selon la volonté. Et c'est devenu la haute magie, mais ça on pourra en revenir là-dessus tout à l'heure parce qu'il y a une histoire succulente là-dessus au sujet de la magie. On se souvient tous en Amérique du Nord de Christophe Colomb. Hein, tout le monde connaît Christophe Colomb. Oui, l'histoire de... Et on sait que des fois, on se souvient que c'est Ferdinand et Isabelle en Espagne qui avait commandité ce voyage. Ce dont on ne se souvient pas du tout, c'est qu'en même temps, il y a eu un édit pour interdire les Juifs. Les Juifs avaient trois choix. Ou alors ils se convertissaient au catholicisme, ou alors ils s'exilaient, ou alors ils étaient exécutés. Alors il y en a beaucoup qui, intelligemment, ils se sont convertis, on a le droit de penser ce qu'on veut, eux ils veulent qu'on soit catholique, bon on soit catholique. C'est un peu le cas de Nostradamus. Entre autres. Garçonnet de son nom. Voilà. Ensuite, il y a eu ceux qui se sont exilés. Alors là, il y en a eu beaucoup en Europe et il y a eu beaucoup en Amérique qui ont pris le bateau aussi. Christophe Columbus. Et il y a eu ceux qui ont été exécutés. Alors ceux qui se sont exilés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des gens qui suivaient la Kabbale, c'était la haute magie de l'époque. La Kabbale. Parce qu'on a compris peut-être cabane, là, mais la cabane à sucre. La Kabbale. Kabbale. La Kabbale, qui est une étude basée sur les livres anciens, le Sefer Yetzirah, etc. Ça, c'est juif, hein? Oui. Et parce qu'il y a des kabbales de d'autres langues aussi, là, mais la Kabbale juive dont vous parlez. La Kabbale juive. Et ces gens-là, ils se sont cachés dans différents endroits en Europe, parce que quand même l'Église catholique dominait, et se sont cachés où? Chez les gens qui se cachaient déjà, et qui étaient déjà persécutés, les sorciers. Et ainsi, on coexistait dans les mêmes forêts, dans les mêmes cabanes, les kabbalistes et les sorciers qui pratiquaient la basse magie. La basse magie, c'est-à-dire la magie naturelle. Oui. Qui, pour identifier magie naturelle, parlons de chamanisme. Hein? Ça va mieux pour identifier la basse magie? Oui. Très bien. Alors cette magie naturelle a été apprise par les rabbins qui pratiquaient, eux, la Kabbale juive, qui se servaient de l'arbre de vie, etc. Et les sorciers eux-mêmes ont appris de la Kabbale et se sont appris à se servir de la Kabbale. Et aujourd'hui, on a la haute magie traditionnelle qui est un mélange des deux. Mm-hmm. Un mélange de haute magie, si on veut, la magie traditionnelle qui vient du Sefer Yetzirah, du Zohar, et en même temps l'utilisation des éléments fondamentaux de la basse magie, les éléments air, feu, eau, terre, etc., dont on entend parler beaucoup en ésotérisme. C'est ça, oui. D'ailleurs, quand au début de l'émission, on se parlait, avant que l'émission soit en ondes, on se disait, ça c'est vraiment de l'ésotérisme, parler de la magie. Parce qu'on va entrer dans des notions qui sont intérieures. L'ésotérisme, dans la définition, c'est pas nécessairement occulte. Occulte, ça veut dire cacher. Les sciences occultes, c'est les sciences qu'on cache à la population. Alors que l'ésotérisme, c'est ouvert. Sauf que ça prend aux gens une démarche qui va aller vers l'intérieur de... C'est ça, de l'ésotérisme. Vous êtes parfaitement sur le chemin, M. Richard Glenn, parce que la pratique rituelle de la haute magie est utilisée dans tous les autres cultes. En haute magie, on a les armes ou les outils, si vous voulez, des 4 éléments, c'est-à-dire la coupe pour l'élément eau, on a le feu et le bâton, la chandelle pour l'élément feu, le pentacle pour l'élément terre, et la plume ou bien la dague pour l'élément air. Et vous trouvez ça sur l'autel du prêtre qui pratique sa magie tous les matins. L'autel du prêtre catholique? Du prêtre catholique ou les autres prêtres. C'est ça. De toutes les religions qui sont des religions naturelles et qui ont pris à ce qu'on appelle aujourd'hui les païens, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient la religion naturelle. Mm-hmm. Alors, peut-être que le christianisme s'est
était là, mais il s'est servi pour pouvoir avoir comme fidèles ces gens-là exactement des mêmes éléments de magie, des mêmes dates du calendrier, qui étaient des dates saisonnières, des mêmes couleurs, et toute la même chose. C'était seulement le message véhiculé qui était différent, s'il est différent. Alors, je vais demander à M. Pasquier l'expérience qu'il aurait vécue à l'île Maurice. Eh bien, bonjour Monsieur Glenn. Bonjour M. Pasquier. À l'île Maurice, c'est une expérience assez particulière parce que rien ne me poussait à aller à l'île Maurice à part mon métier. Étant cuisinier, charcutier, j'avais des obligations professionnelles là-bas. Et il y avait un enfant qui a disparu. Cet enfant, évidemment, c'est toujours intéressant de le chercher. J'ai écouté les gens du pays, ils m'ont dit « va voir le sorcier ». Je vais voir le sorcier. J'ai vu le sorcier travailler, mais d'une façon incroyable. Un sorcier noir? Un sorcier noir, malgache, qui travaillait dans sa case d'une façon, pour moi qui était un profane, qui m'a vraiment assis. Il faut dire que l'île Maurice, pour bien la situer dans l'esprit des gens, c'est dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, près de Madagascar. C'est ça. Ça fait partie des Mascarenes, près de Rodrigue, des Seychelles. À l'est du sud de l'Afrique. Voilà, Oui. après la Réunion. Ce sorcier a fait des choses incroyables sous mes yeux. Et 30 jours après, on a retrouvé l'enfant. Alors, dites-nous un peu ce qu'il a fait, le sorcier. Mais sur le moment, je n'ai pas très bien vu. C'est des gestes. J'étais pas tellement attaché aux gestes et à ce qu'il faisait vraiment. J'étais attaché au résultat. Oui, mais il disait des mots aussi, des formules. Il disait des mots. C'était un malgache. Donc son langage, je ne le connaissais pas, je ne le comprenais pas. Moi, j'étais français, j'ai échangé quelques paroles avec lui, mais je n'avais pas cette compréhension du malgache. Bon, quelqu'un de l'extérieur pourrait vous dire que c'était tout à fait normal que l'enfant revienne à quelques jours ou à quelques semaines plus tard. Impossible. Cet homme-là ne connaissait pas la géographie, avait une très très mauvaise connaissance du français et a décrit l'endroit où se trouvait l'enfant en France. Et alors l'enfant avait été enlevé, il était rendu en France. Enlevé, c'est difficile. Il était parti sans autorisation, avec une personne qui l'accompagnait. Donc on a retrouvé l'enfant dans une maison, et quand on s'est trouvé à l'intérieur de la maison où était l'enfant, en regardant à la fenêtre, j'ai eu un flash. Mais alors un flash saisissable qui vous fait frissonner la colonne vertébrale. De la fenêtre, il y avait les deux édifices dont parlait le sorcier. Il y avait la route devant, il y avait l'eau qui était la Loire, et il y avait le terrain de course de chevaux, qui était un stade de course. Et là, j'ai commencé à saisir, je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire. J'ai évidemment pensé au sorcier. Et vous avez prédit tout ça, là? Il m'avait prédit tout ça avec une précision incroyable. Oui. Comment répondre? Comment devenir magicien? C'est là que vous êtes. Où devenir magicien? Qui rencontrer pour se faire magicien? Tout ça, c'était des grands points d'interrogation. Bien sûr, il y a eu des livres à droite, des rencontres à gauche, etc. Mais les meilleures rencontres que j'ai faites, ça n'a pas été en France, c'était au Québec. Avec, en l'occurrence, M. Bernard Simon. Dont le dernier personnage que j'ai rencontré, c'est M. Bernard Simon. Et il s'est passé des événements, il s'est passé énormément de choses. Et de ces choses qui s'est passées par mes lectures, c'était passionnant, bien sûr, c'était émouvant pour moi de vivre ce que j'ai vécu. Mais je ne les comprenais pas très bien, parce que mon éducation a été faite sur de la lecture, sur des enseignements de recherche, d'observation, d'émotion, si vous voulez. Mais lorsque vous enlevez les mains d'une personne et que vous vous apercevez que cette personne n'a plus la souffrance qu'elle avait précédemment, alors que c'était diagnostiqué par un médecin professionnel, reconnu, bien formé, oui. Là, il se pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on se doit, quand on est un petit peu intelligent, d'aller chercher cette réponse. Évidemment, j'ai rencontré M. Simon parce qu'il m'avait été recommandé par une personne avec qui j'avais fait, paraît-il, un petit peu de bien. J'ai suivi un cours d'entraînement, un cours sur le subconscient, parce que j'étais éduqué sur une partie de mon cerveau, mais pas sur l'autre. M. Simon m'a expliqué dans son cours sur le subconscient, après 1 an et demi de suivi quotidien
suivi hebdomadaire, disons. Une certaine formation qui m'a permis d'accéder à un nouveau niveau. Et puis surtout de pouvoir entrer dans sa classe, si on ne peut pas dire sa classe, mais enfin dans ce cercle de magie. Dans son oratoire. Voilà. Ce cercle de magie, c'est quand même une ouverture d'esprit, une ouverture d'action, une compréhension sur l'utilisation de la magie, le besoin de la magie. J'ai dit le besoin, c'est pas de l'irréel, c'est pas de l'illusion, c'est une réalité, c'est vivant, c'est en nous. On ne peut pas faire autrement quand on touche un petit peu le magnétisme, la radiesthésie, quand on peut répondre à des questions, si on s'intéresse un petit peu ou si on fait partie de quelques associations philosophiques plus ou moins discrètes. La magie, c'est quelque chose de subliminal, c'est impensable. Là, je vais demander maintenant à M. Guy Félix, parce que là, si on parle de magnétisme, de radiesthésie, on va penser à envoûtement. Et qui parle de envoûtement, parle de voodoo aussi. Vous avez bien connu ce qu'était le voodoo? Oui. Un peu trop, même. Je reviens, bonjour. Bonjour, oui. Je reviens d'un pays qui est Haïti, et où la magie est pratiquée presque quotidiennement. Maintenant, pour revenir à ce que M. Bernard disait tantôt, l'origine même de cette magie, c'est qu'à un certain moment, l'Église, quand l'esclave est rentré en Haïti, venu d'Afrique, l'Église, à ce moment-là, tout ce qui n'était pas catholique, tout ce qui n'était pas en rapport avec ce que cette Église prêchait, était banni, était excommunié. Il fallait forcer maintenant l'esclave à se catholiciser. Il fallait obliger l'esclave à rentrer dans l'église, prier. Et l'esclave, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans l'église, effectivement, parce qu'il n'avait pas le choix. Il rentrait dans l'église et puis il priait. Mais il ne priait pas la Sainte Vierge, il ne priait pas Saint Bernard ou bien n'importe quel autre saint. Il priait son Dieu. D'où on voit une connotation dans le vaudou qui est en rapport avec les saints de l'Église catholique. Qui était un saint, disons, plus naturel, comme disait Bernard tantôt, plus chamanique. Oui, on trouve des noms, par exemple, quand dans le vaudou, on trouve, par exemple, celui qui priait devant la Sainte Vierge ne faisait que prier un esprit qu'on appelle Erzuli. Erzuli. Ou encore Saint-Jacques, Ogun. Mais ce sont... Comment vous l'appelez? Ogun. O-G-O-U-N. Ce sont tous des noms que l'on retrouve encore en Afrique, qui existent encore en Afrique, certains coins, etc. On les retrouve là-bas encore. Maintenant, moi, ma démarche personnelle, c'est une démarche plutôt mystique, plutôt spirituelle, mais j'admets volontiers que quoi qu'il y ait beaucoup d'autres qui se disent spirituels ou mystiques comme moi, pratiquent le vaudou. Et surtout en Haïti, le vaudou, il y a il y a dans le vaudou un caractère culturel aussi. Donc même quand celui qui se dit ne pas pratiquer, ne pas être un vaudouisant, il y a quand même cette culture de vaudou qui est présente dans l'âme haïtienne, dans les chansons, on retrouve partout. Jean-Claude et avant Papadoc étaient pas mal, comment est-ce que je pourrais presque dire, des réguliers du vaudou. Comme il y en a qui vont à la messe à tous les matins, eux, ils utilisaient les magiciens naturels de là-bas ou les grands prêtres pour attirer à eux le pouvoir et conserver le pouvoir. Et un bon jour, tout a été aboli. Il y a cette étiquette que l'on donne à tous les présidents, à presque tous les présidents d'Haïti, qu'ils font, ou bien ils sont des prêtres du vaudou, ou ils pratiquent le vaudou. C'est une des bonnes méthodes pour avoir un dans pouvoir. Le but de rester au pouvoir, dans le but de garder le pouvoir. Mais on remarque aussi... non, on remarque que ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps, oui. Et à chaque fois qu'il y a, dans n'importe quel gouvernement, il y a
la dictature, où il y a aussi un peuple bafoué, il y a toujours une prise de conscience venue aussi du peuple qui se regroupe, une recherche d'identité pour contrer cette force. Donc, Mais votre intention, suivant des cours de magie de chez Bernard Simon, est-ce que c'est pour un jour retourner là-bas et opérer votre magie bon, là on pourrait dire que si on regarde notre société de nos jours, la magie, quelle que soit les techniques modernes de la magie maintenant, d'accord? Si on prend par exemple que ce soit technique de développement de soi, technique motivation, développement de la personnalité. La programmation neurolinguistique. Ça fait tous partie des techniques modernes de la magie. Oui, mais ça c'est de la petite magie. Mais les fameuses formules incantatoires que tu trouves dans le Sefer HaZohar, le Sefer Yetzira, c'est autre chose. Là c'est des... Ça vient d'où? Ça vient de justement, si on prend l'exemple de l'arrivée du vaudou en Haïti, on peut prendre ce même un genre d'exemple de même pour démontrer que le vaudou, pas le vaudou, la magie comme telle, depuis des siècles, a été toujours opérée en cachette, justement parce que l'Église bannissait tout ce qui était contraire à ses désirs, à ses buts. Maintenant, si on prend maintenant cette magie-là que le peuple pratiquait dans les campagnes, d'accord, justement pour se mettre à l'abri, et cette magie-là se transmet de génération en génération, de bouche à oreille aussi, et a pu survivre grâce peut-être à certaines sociétés secrètes, certaines sociétés ésotériques, comme par exemple les Templiers qui étaient au Moyen-Orient, ou encore les loges maçonniques qui se donnent comme symbole le temple de Salomon, ou encore par les Rose-Croix, les Martinis. Cette magie, ces sociétés secrètes, ou du moins la magie a pu s'opérer maintenant à l'abri de ces institutions-là. Et ça arrive sous d'autres formes maintenant vers nous. Mais le but est toujours pareil. Le but, c'est, si je pratique la magie, c'est pour me rendre meilleur et aussi aider les autres à se développer. On est surpris d'entendre ça parce qu'habituellement, on a l'impression que ceux qui veulent développer des pouvoirs de magie, c'est pour dominer sur les autres, arranger ou agencer les événements de la vie à leur goût. S'ils sont bons magiciens et ils veulent qu'il pleuve, il va pleuvoir. Et ils veulent qu'il fasse soleil, il va faire soleil. Alors le voisin de l'autre côté de la rue, lui aussi est magicien, puis il veut le contraire. Fait que là, c'est une guerre de magiciens, à magicien ennemi. Tu sais. Ça ressemble à ça, M. Glenn. Parce que la magie semble être une recherche de pouvoir. C'est ça. C'est exact. La pratique de la magie accorde des pouvoirs. Mais il faut être bien précis sur cette question-là. On a besoin de pouvoir. Parce que l'être humain, pourquoi cherche-t-il la magie ou d'autres procédés? C'est pour pouvoir subvenir à ses besoins physiologiques, besoins affectifs, etc., en ayant moins d'efforts à fournir. C'est le même chemin qu'a suivi notre société matérialiste d'aujourd'hui. D'accord? De réduire l'effort pour obtenir le même résultat ou avoir plus de résultats avec le même effort. De tous les âges, c'est ça la différence entre l'animal et l'être humain. Quand l'être humain est arrivé sur la Terre, il ne connaissait pas la Terre. Il ne savait pas se débrouiller sur la Terre. Là, vous parlez de l'être humain Adam, là? L'Adam est le petit garçon ou la petite fille qui arrive au monde. Ah bah oui, d'accord. On voit un petit veau, un petit poulain qui arrive au monde, en dedans d'une demi-heure, clac, il est sur ses pattes. L'être humain, zéro. On le couche sur son dos, il n'est même pas capable de se retourner sur le ventre. D'accord? Mais il est doué de quelque chose que l'animal n'a pas. La fonction, la faculté d'apprentissage.
Il y en a qui parlent de mémorisation. La mémorisation est également un apprentissage. Okay. Donc, il y a un ensemble de potentiels, de facultés potentielles dans l'être humain. Il y en a qui sont déjà répertoriés, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore répertoriés par le savant. Alors, le savant d'aujourd'hui renie tout ce qui n'a pas été répertorié. Le magicien s'imagine qu'il y a autre chose et continue à chercher. Comme l'homme qui est arrivé sur la Terre. Que ce soit un extraterrestre ou un singe transformé, ça, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. D'accord ? Et c'est toujours chercher des procédés pour obtenir un résultat par rapport à nos problèmes et à nos besoins. Là, ça s'appelle un pouvoir. Mais ce qui arrive, c'est que dans tous les groupes humains, dès que l'un a accédé à certains pouvoirs, ce qui lui donne le pouvoir sur les autres, c'est d'empêcher que les autres aient le même pouvoir. Et lorsqu'il est le seul à obtenir les pouvoirs, alors là, il peut dominer les autres. Étant donné que les processus par lesquels passe la magie, c'est la concentration, l'imagination, la discipline, alors on fait tout ce qui est possible. La volonté, ce que vous appelez la discipline, c'est... La discipline, c'est la volonté. La volonté, ça n'existe pas. C'est le produit de la discipline. Okay. Si je décide aujourd'hui que demain matin à 10h, je prends un verre d'eau, et que demain matin à 10h, je prends un verre d'eau, il n'y a eu aucun effort de volonté. Il y a eu une discipline. D'accord ? Je me suis bien préparé, je me suis concentré, je me suis imaginé à quel endroit, puis à quel moment je ferai quoi. Et au moment et l'endroit prévu, je l'ai exécuté. C'est tout. La programmation. OK. Peu importe le terme qu'on utilise, volonté ou discipline. D'accord ? Et ce qu'il y a, c'est que la haute magie requiert un apprentissage d'abord de méditation, de relaxation, de concentration, l'apprentissage de l'imagination et la répétition quotidienne au même moment, exactement de la même façon que le prêtre fait sa petite messe tous les matins. Là, j'hésite sur un point, c'est que vos sorciers que vous avez rencontrés à l'île de Madagascar et ailleurs, là, est-ce qu'ils sont obligés de tout faire ça? Ou est-ce qu'ils n'ont pas un don inné et un pouvoir naturel qui leur provient d'une entité spirituelle qui s'est incarnée dans leur corps, qui fait qu'ils ont des clés de pouvoir, que ce soit par le geste ou par la parole, le verbe, ou par le regard, et qu'à partir de ces attitudes, ils sont capables de changer le quantum psychologique de l'autre ou le quantum espace-temps pour agir à distance sur l'invisible, pour créer des matérialisations, des dématérialisations, des visibilités, des invisibilités. Et j'insiste sur ces points, c'est là la grande magie. Mais là, vous me parlez beaucoup plus de techniques psychologiques, de techniques d'éducation d'une personne qui pense qu'elle va avoir des pouvoirs en développant des facultés intellectuelles ou psychologiques, naturelles. Moi, j'insiste sur l'autre aspect, l'aspect occulte. Allez demander au plus grand de ceux que j'ai considérés comme un des grands magiciens, là, le conseiller du roi Arthur, là, Merlin. Oui. Ce qui arrive, c'est que dans la magie, comme il était mentionné au début, oui, on accepte l'existence de facultés, de potentiels, d'outils et d'êtres d'un monde invisible, d'un au-delà, qui n'est pas reconnu encore dans le monde rationnel. Moi, ça, on n'attendra pas après le monde rationnel pour le reconnaître. Alors, ce à quoi vous faites référence, vous dites qu'il y a des gens qui ont un don. Premièrement, tout le monde a le don. Tout le monde a le même don? Oui. L'idée, c'est qu'il se manifeste différemment selon les tendances, selon les désirs. Et même si vous revenez au chamanisme, qui était la religion ou la pratique magique la plus primaire, la plus naturelle, c'est ça. Ça procédait par l'initiation. Oui. Il y avait une initiation, il y avait ce voyage chamanique qui se fait, enfin, je ne ferai pas un développement sur le chamanisme, puisque ça fait partie de la magie de toute façon. À l'époque de l'adolescence. Mais il y a une initiation. Oui. Et tout le monde passe par cette initiation, ceux qui le veulent. On ne pouvait pas devenir un magicien à 35 ans ou à 45 ans. On l'était de naissance et à l'âge prépubère et au moment d'entrer dans la puberté, on faisait vivre l'initiation qui faisait choisir l'adepte pour devenir un futur ou un déjà, il était latent. Ça ne se fait pas par l'enseignement. Monsieur Glenn, vous avez raison. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, quand j'ai dit potentiel, je n'ai pas impliqué nécessairement potentiel exprimable et manifestable dans cette vie-ci. Ah, mais on sous-entend la possibilité de la vie au travers des différentes vies.
D'accord? Oui. Et l'évolution de l'être se fait au travers de ces différentes expériences, de ces différents apprentissages. Alors, il se peut que quelqu'un arrive dans une vie, et puis lui, c'est l'histoire de religion, cet intérêt dans le besoin des autres, peut-être il va avoir beaucoup plus d'intérêt de se servir des autres pour lui faire moins de travail, plutôt que de lui être tenté, malgré lui, à faire des choses pour les autres. C'est une vocation qu'on a en dedans, ça, de vouloir le devenir. Vouloir utiliser ses potentiels, c'est pas tout le monde qui en a envie. Et même, je vais vous dire, il faut vraiment avoir la vocation, parce que s'occuper des autres, c'est un marasme, parce qu'on vit tous les malheurs des autres, à les écouter, on les vit. Et si on n'a pas appris à se nettoyer, à prendre une douche mentale ou à se protéger, eh bien on va mourir dans 3 semaines. Exact, oui. On ne peut pas aider les autres sans être dans leur peau. Donc, il y a quand même une vocation, il y a quand même une expérience acquise au travers des âges, de pouvoir d'abord se protéger et ne pas souffrir trop à en mourir du mal de l'autre, et ensuite pour pouvoir se nettoyer et enfin aider l'autre. Il va falloir Bernard, avoir moi, appris. je veux vous mettre au pied du mur, parce que si on intitule l'émission d'aujourd'hui « La haute magie », Oui, la magie initiatique, là, la Oui. grande magie, là, oui. ça s'enseigne pas. Et le magicien qui l'est réellement n'affiche pas une étiquette sur la rue en disant « Je vous enseignerai la magie, la haute magie ». La haute magie, elle est donnée, c'est un don. Et l'enfant ou l'adolescent ou le futur adolescent qui a découvert qu'il y avait des clés de pouvoir va trouver son maître. Le maître va le reconnaître et un enseignement va se faire très lentement. Exact. Et c'est pas quelqu'un qui a 35 ou 40 qui ans. enseigne la haute magie. Il y a Bon. des cercles de haute magie, Ouais. avec animateurs de haute magie, parce qu'il y a quand même un vocabulaire. Il y a des égrégores. Un égrégore, vous savez ce que c'est? Ben oui. Et les égrégores ont un langage. Le langage de ces égrégores passe par des gestes, par des incantations, etc., qui peuvent se faire individuellement ou en cérémonie, c'est-à-dire tout le monde fait la même chose ensemble, pour obtenir un certain résultat. Mais les vrais magiciens sont seuls. Vous avez rencontré des magiciens, ils étaient tout seuls, là, tu sais, hein? Il n'y avait pas une école où ils enseignaient de la magie? Non, ce vrai magicien était seul. Il est vrai qu'en magie, en haute magie, on travaille seul. Oui. Il n'y a pas d'école non plus, hein, celui que vous avez rencontré? Vous êtes seul avec Dieu, vous êtes seul avec les puissances, vous êtes seul avec votre magie, avec vos mains, avec votre pensée, avec votre physique même. Oui. Non, il n'y a pas d'école. Mais lui, est-ce qu'il y ça- avait une école, celui que vous avez rencontré à Madagascar? Je n'ai pas été chercher et à ce moment-là, j'étais autant effrayé que autant intéressé que spectateur. Aujourd'hui, j'ai mieux compris. Ça prend quand même quelqu'un pour vous encadrer, pour vous rassurer, pour vous guider. Oui, Ça mais prend un guide. ce qui serait intéressant, terrestre. ce serait de demander à cet homme que vous avez rencontré à l'île Maurice, qui vous a prouvé des talents qu'il avait, sans vous l'enseigner. Est-ce que lui enseigne, et j'en douterais fort, ou il va garder les clés de pouvoir Ces sorciers de tribu judicieusement? Ces sorciers de tribu en tribu s'enseignaient mutuellement de génération en génération. Voilà. Euh, Pas la multitude. Nous vivons une ère plus moderne, plus active. Tout ce sixième sens nous est peut-être étouffé par le matériel. Il est peut-être bon de retrouver peut-être un guide physique, humain, pour remettre en valeur ce sixième sens. Ce sixième sens vous fait découvrir votre pouvoir, que parlait M. Bernard Simon, et ce pouvoir n'est pas un pouvoir de dictature, c'est un pouvoir de connaissance, de recherche, c'est un pouvoir de se rendre compte aussi du potentiel que l'on peut avoir, et d'une réalité qui est au-delà du physique, au-delà de la nature humaine de l'homme. C'est cette réalité-là que l'on va chercher en magie qui vous donne l'émerveillement. Parce que lorsque vous êtes sur une personne qui souffre, et si vous retirez vos mains de cette personne, et que vous voyez cette personne, son mal disparaître, parce que on vient toujours vous voir dans un cas in extremis. On ne vient pas vous voir avant, on vient vous voir quand le coup dur est fait. Et que vous vous rendez compte après un certain recul que cette personne est débordante, que le coup dur est effacé, que la fausse couche est finie, est terminée. L'enfant vient de naître maintenant. Donc cette histoire que vous avez vécue intensément avec une mère qui a été en difficulté,
Et vous êtes à vous interroger vous-même et vous vous dites non, il n'y a pas d'autre puissance qu'une puissance divine. Alors, il est certain que ça nécessite un encadrement, ça nécessite une préparation, ça nécessite, il faut le dire, un apprentissage, parce que tout s'apprend. Même Jésus a eu son apprentissage. Jésus n'a pas tout découvert, on l'a guidé. Et après ça, il s'est découvert. C'est pour ça qu'on a gardé la période d'apprentissage secrète, c'est ce qu'on a appelé la vie cachée de Jésus, parce que Voilà. c'était préférable que les gens ne sachent pas, mais il faut savoir qu'il était un parmi la multitude. Les véritables magiciens sont triés sur le volet pour des raisons d'incarnation. J'en reviens à l'idée qu'on n'est pas magicien parce qu'on a un intérêt pour la magie et qu'on voudrait devenir magicien parce que ça regarderait bien ou parce qu'on aurait des Glenn, pouvoirs. vous avez parfaitement raison, il faut une vocation et il faut une capacité. Par exemple, l'apprentissage s'est fait au travers des siècles, dans des écoles mystiques. Oui. Il y a un apprentissage, et au travers de l'Europe, cet apprentissage s'est fait au travers de différentes loges, de groupements discrets, etc. Et vous avez raison, ce n'est pas offert à la multitude, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Donc, et quand vous de avez toute des façon, la élèves- sélection se fait automatiquement. Dès qu'une personne apprend lors de la rencontre avec quelqu'un qu'il doit faire telle et telle chose tous les jours, c'est pas ça que vous voulez. Moi, je pensais qu'on faisait ça puis qu'on l'avait. Alors que la magie, c'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on devient au travers de ce que l'on fait. Et évidemment, ça semble d'en parler, c'est la chose la plus aride de parler de la magie, parce que ce dont M. Pasquier a parlé, ce à quoi il a référé, ce rapport, cet échange affectif qu'il y a dans l'opération, ça ne peut pas se décrire avec des mots, c'est dans le faire, et ce que l'être devient par sa pratique quotidienne, parce que ce langage de l'égrégore, qui aujourd'hui est calqué sur les caractères hébraïques, etc., c'est un ensemble de choses auxquelles il faut avoir un apprentissage au travers d'une discipline. Et au début, c'est excessivement aride, bien sûr. Bien sûr, c'est aride. Mais justement, parce que c'est aride, celui qui vraiment avait la capacité, la vocation, il va prendre plaisir parce qu'il sait ce qu'il peut faire avec. Il le sent intuitivement, j'en sais rien. Comme vous le dites, c'est inné. C'est un peu comme toutes les disciplines, même dans l'art. Celui qui veut devenir un danseur de ballet ou un virtuose au piano, c'est répétition, 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 puis à un moment donné, il arrive à quelque chose. C'est le rituel. Pardon? Il faut un rituel. Un rituel. Ouais. Mais il n'empêche que celui qui a le don inné, ses gammes au piano, c'est un plaisir et c'est une facilité, même s'il est obligé de revenir. Alors que celui qui n'a pas le don, il passe à côté continuellement. Il va répéter la même gaffe 25 fois, 30 fois, puis il va peut-être finir par se corriger. Alors que celui qui aura le don, il l'aura corrigé dès la première fois. Quand même, il faut un maître. Il faut un maître d'école. Oui. Parce que le rituel de la magie, c'est un rituel, comme on disait tantôt, c'est un rituel de pratique quotidienne. Monsieur de Félix, répétition. vous, à tous les jours, vous avez une discipline quotidienne, rituelle, Oui. qui revient. Exercice. Il faut des exercices pour cela. Oui. Ouais. Moi, j'imagine que Bernard Simon, si vous a invité à venir sur cette émission intitulée La Haute Magie, c'est que parmi tous les élèves qui sont à votre école, vous les avez sélectionnés, ces deux-là, parce qu'ils ont Parce une démarche. qu'ils savaient faire de la magie avant que je les rencontre. J'aime bien entendre ça. Oui, vous pouvez rire, bien sûr. Ben, c'est ça, justement, l'histoire. C'est que c'est pas donné à tout le monde d'aller suivre un cours et de devenir magicien. Il faut l'avoir avant même. C'est ça, justement. Et le vrai maître, c'est celui qui le détecte dans ses élèves et qui dit, tiens, toi, là. Oui, c'est vrai, mais c'est comme je le disais, c'est une vocation, quelqu'un le veut, et quand il est rendu à 40-45 ans, ben, ça fait longtemps qu'il a déjà commencé son apprentissage avec des maîtres qu'il a rencontrés ici ou là, un sorcier ou un radiesthésiste, parce que tous ces aspects dont on entend parler dans le modernisme ésotérique occulte, vie antérieure, régression dans les vies antérieures, voyage astral, magnétisme, etc., sont des aspects de la haute magie que le magicien apprenti passe au travers de ses apprentissages. Parce que si on prend ne serait-ce que la divination, bon, la magie c'est quoi? On parle de magie blanche, de magie noire, etc. Ben, la magie blanche, à part la signification sémantique que l'on donne à l'illusionniste, en magie, la magie blanche, c'est uniquement l'entraînement et la recherche du rapport avec l'ange gardien, avec le guide, pour avoir l'accès à la connaissance, donc l'évolution de la spiritualité. Mais il n'y a
est fait dans le monde matériel en magie blanche. À côté de ça, il y a ce qui s'est appelé la magie noire. La magie noire, c'est obtenir un changement dans le monde matériel par des effets, par des procédés qui ne sont pas encore compris par la science occidentale moderne, dans le but de faire du mal à quelqu'un ou à soi-même, volontairement, consciemment ou non. Hein? Et si on veut faire ce que certains appellent la magie blanche, on dit c'est faire de la magie pour faire du bien. Non, non, ça n'existe pas. On peut avoir l'intention de faire du bien. Mais un exemple qui est très simpliste, si je fais une magie pour avoir 1000 $. En magie, on a le droit de demander de l'argent. Parce que l'argent, ça fait partie de la vie. Bon. Et qu'une semaine après, j'apprends que mon oncle a eu un accident d'automobile, qu'il est décédé, et qu'il me laisse un petit 1000 $ dans son testament. Ok, la magie m'a permis d'avoir mon 1000 $, mais j'ai fait de la magie noire. Parce que j'ai tué quelqu'un par mon procédé magique. Alors, la magie ne dit pas qu'on n'a pas le droit de demander 1000 $. Mais on n'a pas le droit de faire de la magie pour demander 1000 $ sans faire une divination. C'est-à-dire, afin de faire une magie pour obtenir quelque chose, il faut faire une divination pour s'assurer si la magie que l'on va faire ne va pas entraîner du tort à quelqu'un. Donc, l'apprentissage du magicien contient aussi l'apprentissage de la divination. C'est indispensable. On peut appeler ça de la magie grise, si on veut. Oui, je voulais voir que c'était peut-être ce qu'on appelle dans certains rituels demander la permission. Ben, en magie, Simplement. on appelle ça de la magie grise. On demande la permission si on peut C'est ça. faire telle opération magique. C'est ça. Et si ça nous est accordé bien noblement, oui. Et donc, il faut apprendre la divination. Sans ça, on a un accident puis on est obligé de se promener avec une canne. Exactement. Ben oui, parce que voyez-vous, Bernard Simon, c'est un magicien. Et lorsqu'il voulait ouvrir une librairie dans le nord-est de Montréal, C'est ça. il avait certainement dû faire des opérations magiques pour que ça fonctionne bien, que ça donne un bon résultat. Et in extremis, juste avant que ça s'ouvre, bang, un accident, la canne depuis ce temps-là. Mais peut-être que ça aurait pu être une bonne chose. Bien sûr. Parce que si 5 minutes après, justement, mon fils devait descendre cet escalier avec un frigidaire, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Si c'était lui qui avait tombé, Parce que c'est quoi, la marche qui... c'est l'escalier qui est parti. Ah, ben, c'est bon. Et alors, je suis tombé comme un grand garçon debout sur le béton en bas. C'est tout ça qu'ils appellent les escaliers mobiles, là? Oui, c'est ça, l'escalier mobile. Ouais. Trop mobile. Aviez-vous fait une divination avant? Oui, mais je le voulais tellement, là. Ouais. Mais c'était pas du mal, hein, c'était du bien. Ouais, Puisque ça empêchait l'autre de se tuer. on voit le monde différemment quand on est magicien, Exactement. j'imagine. Exactement. Les gens pourraient vous dire, mais ils vont s'expliquer tous les événements de la vie en disant que c'est des forces occultes qui agissent et qui C'est protègent subtil. ou qui... Mais c'est C'est ça. subtil. C'est le bout, c'est l'extrême des choses qui est important. C'est pas le petit geste présent, le petit résultat immédiat qui semble mauvais et qui, en fin de compte, peut être bon. L'enfant qui rentre à l'école et on le fait asseoir pendant des heures à une table et puis on lui fait faire des petits traits puis des petits ronds. Lui, il n'est pas convaincu que c'est pour son bonheur, ça. Qu'à l'âge de 7 ans, on l'enferme dans une école avec des gardes-chiourmes, et puis une maîtresse, il faut que tu fasses ça. Pour lui, il ne pense pas que c'est son bonheur. Et le jour, quand il arrive sur le marché du travail, avec une bonne instruction, et qu'il est mieux payé que ceux qui ne sont pas instruits, eh bien, il se dit, ben, peut-être c'est une bonne chose, l'instruction. D'accord? Donc, ce qui peut nous sembler, a priori, être une mauvaise chose, peut être une bonne chose. Et ce n'est pas nécessairement à court terme, parce que ça peut être dans une autre vie. Est-ce qu'on pourrait dire que dans nos écoles, finalement, on initie nos enfants à la magie d'une certaine manière? C'est une forme de magie. Ils ont une discipline, sont obligés de répéter, répéter, répéter quotidiennement. Monsieur Glenn, vous dites une vérité encore plus immense que vous pensez. Parce que tout ce qui est enseigné dans les écoles aujourd'hui, la chimie, la physique, les sciences naturelles et même la médecine, etc., autrefois, pendant des siècles, c'était une petite élite qui voulait conserver le pouvoir et c'était considéré comme des connaissances occultes. Et ce qui a été occulte pendant des siècles et des millénaires, aujourd'hui, c'est donné à tout le monde. C'est une sorte d'émancipation, si on veut. Je ne sais pas si elle est sociale ou autre, mais effectivement, c'est de la magie qui se fait dans les écoles. Mais la magie, c'est quoi, en fin de compte? Ce sont des processus naturels, mais quand même miraculeux. Miraculeux, pourquoi? Par rapport à l'homme de science, c'est Lucifer, qui lui pense qu'il sait tout faire. Il a
il a refusé l'existence d'un Dieu quelque part qui en sait plus que lui. Et ça a été la chute de Lucifer, qui a prétendu que c'est lui qui a fait la terre, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui nous donne les moissons, c'est lui, d'accord? Et ça, c'est le péché d'orgueil qui est poussé. Pour ça qu'il y a certaines religions qui prient continuellement le Dieu pour qu'on pardonne à Lucifer son erreur. Bon, ce qu'il y a, c'est que le magicien, lui, accepte qu'il y a autre chose. Et aujourd'hui, bien, il y a des choses qui ne sont pas encore enseignées, parce que ce n'est pas encore, je les ai au début répertoriées, mais qui vont s'enseigner éventuellement, des choses qui sont pratiquées seulement dans les groupes de magie. Comme par exemple, je voyais récemment un texte d'un pionnier en apprentissage aux États-Unis. L'apprentissage concerne autant la mémorisation que l'apprentissage de l'enfant, que l'apprentissage d'un métier, que le réapprentissage de quelqu'un qui soit fait de l'obésité, soit est alcoolique, etc. C'est tout de l'apprentissage. Et la chose qu'elle fait faire est textuellement le premier rituel auquel on s'entraîne en magie. Cette sorte de relaxation, de concentration, cette création de la lumière, cet enveloppage de lumière, etc. C'est exactement ce qu'on fait en magie. D'ailleurs, je l'ai confié, ce texte-là, à certaines personnes, et tout le monde peut se le procurer. C'est dans le magazine Omni, qui se distribue ce mois-ci, sans publicité. Le mois d'avril? Oui. Ah ben tiens, en passant, puisque vous en parlez, saviez-vous que dans le magazine Omni du mois d'avril, on parle d'un type qui, lorsqu'il était jeune, avait été contacté par les extraterrestres, qui, comme une mission, s'est mis à faire des émissions de télévision sur la télévision communautaire, qui depuis des années reçoit des sommités dans le domaine ufologique en particulier et aussi dans l'ésotérisme en général. Et son émission est tellement écoutée le dimanche soir qu'elle est maintenant demandée coast to coast, from New York to Los Angeles, aux États-Unis. Oui, monsieur. Et ce gars-là, c'est pas Richard Glenn, c'est un gars qui, aux États-Unis, fait exactement le même travail que Richard Glenn depuis des années aux États-Unis. Dans le Omni de ce mois-ci, du mois d'avril, on parle de son aventure, et c'est une vraie farce parce qu'il y a quelqu'un qui lisait l'article et qui se disait, c'est l'histoire de Richard Glenn qu'on raconte là. Donc, on est plusieurs. Hein? Mais monsieur Richard Glenn, oui. Il lui est arrivé la même chose qu'à vous, parce que vous l'avez lu avec intérêt et attention. Non, je ne l'ai pas lu. Ah C'est bon, quelqu'un qui me l'a rapporté. Oui. Parce qu'ils sont intéressés au sujet. Oui. Mais, si vous l'avez regardé, cet article est imprimé sur des pages rouges, en tout petits caractères, et je vous jure qu'il faut être courageux pour en lire 10 lignes seulement. Ah oui, vous l'aviez lu? Oui, je l'ai lu. Ah, je l'ai pas Et lu. je me suis surpris à je ne sais pas combien de soirs. Parce que c'est des pages rouge sang. Et c'est en tout petits caractères. Et vous regardez ça, puis vous avez toutes sortes de phosphènes qui reviennent, puis il faut se reposer. C'est quoi l'idée? Ah, pour qu'on ne le lise pas. Je ne sais pas. Mais prenez le magazine vous-même. Donnez-vous la peine de prendre le magazine et d'essayer de le lire. Avez-vous déjà essayé de lire quelque chose d'imprimé en noir sur une page rouge, vous? Oui, mais il y a déjà là de la En magie. rouge sur une page noire, encore, ça va. Oui, mais il y a déjà là de la magie opérationnelle. Vous avez parlé du mot phosphène tantôt. Oui. Bon. On sait que les apôtres faisaient des miracles. Jésus, en particulier, faisait des miracles. Et vous savez tous une chose, c'est qu'il allait chercher ses apôtres comme des pêcheurs, et non des pêcheurs, c'est-à-dire qu'il allait pêcher le poisson. Donc, il se tenait au profil de l'eau. Et la nature même du phosphène, qui a d'ailleurs donné le nom de magie, magicien, mage, qui vient de la religion de Zoroastre, qui avait comme priorité le regard vers le soleil, et après ça entrait dans le sein des saints, dans l'obscurité totale, et c'est là que les mages avaient des visions, des phosphènes. Mais les phosphènes proviennent justement de l'observation de quelque chose de très brillant. Alors les apôtres étaient tous des pêcheurs qui se tenaient au profil de l'eau, qui voyaient le soleil le reluire dans les yeux continuellement. Allez voir sur l'eau lorsque vous vous promenez l'été sur un lac. Ils avaient déjà une initiation, une prédestination à devenir de parfaits magiciens, ces apôtres-là, choisis parmi les plus humbles au niveau de l'eau. Mais ils avaient reçu une préparation avec les phosphènes. Alors donc, le phosphénisme, c'est une des techniques de magie opérationnelle. Bien ceux qui ont été initiés aux méthodes du docteur Lefébure, et ça se dit maintenant aujourd'hui que la pratique du phosphénisme aide, dit-on, au développement des facultés psychiques. J'aime beaucoup le terme parce qu'en fait, c'est le développement des facultés, point. Toutes les facultés en général, parce que ça crée un équilibre de travail entre les deux hémisphères du cerveau, une collaboration des deux hémisphères du cerveau, si on veut être très technique.
Mais ça, c'est pas démontrable. On sait que ceux qui l'ont pratiqué ont plus de facilité de compréhension, de captation, de rapport, etc. C'est ça. Nous, ici au Québec, on n'a peut-être pas l'eau, mais on a entre autres la neige l'été. Et la neige Alors qui ne nous racontez reflète. pas ça aux Madelino Pourquoi? et les gens des îles de la Madeleine qui sont très souvent confrontés, comme les éléphants, à ces petites vaguelettes là, qui transportent les étincelles de phosphène. Oui. C'est un fait reconnu que les Madelinos, c'est des gens brillants. C'est des gens très animés, Oui. très dynamiques. Et pourquoi que ce ne sera pas le résultat des phosphènes? C'est ça. Ça ne vient pas nécessairement de leurs origines acadiennes, c'est leur exposition à ces phosphènes, Ou de l'eau, Pourquoi pas? ou de la neige. ou du ça. sel. Ou du sel, oui, c'est ça. Oui, c'est beau, hein, tout ça. Ça, c'est peut-être pas dans le sens que vous vous attendiez au début de l'émission, hein, avec les invités, parler de la magie opérationnelle, la haute magie, parce que c'est très délicat. Il y a des hommes de pouvoir, on parlait tantôt à Haïti, mais des hommes de pouvoir qui vont toujours se chercher des magiciens à côté d'eux. Ils en ont Qui besoin. pratiquent la magie eux-mêmes. Quand on pratique la magie, il ne suffit pas de regarder les autres avec des hauteurs, en hauteur. Il faudrait regarder tout le monde, les autres, à son niveau. Parce que la pratique de la magie n'est autre qu'une pratique de vertu. Et toute une pratique de vertu. De vertu. Mais il y en a qui l'utilisent, la magie noire, pour leur Justement. bien égoïste personnel. Justement. C'est À leur risque. À leur risque et péril, oui, parce que... C'est un court terme. C'est parce que le terme, on parle souvent d'esprit. J'aime beaucoup ça aujourd'hui dans notre littérature ésotérique, etc. On parle de mental, d'émotionnel et de physique. Alors, si on veut rester sur la vraie sémantique, il s'agit de la pensée, du corps et de l'esprit. Ouais. Mais l'esprit, tout le monde entend parler d'esprit, mais c'est quoi l'esprit? Est-ce que C'est c'est pas- une petite bibite? Est-ce que c'est quoi l'esprit? C'est- Comment est-ce qu'on trouve l'esprit? c'est pas la pensée, Lorsqu'on on entend des rabbins qui parlent de l'esprit, ils semblent traduire autre chose que ce qui est véhiculé par des philosophes, par des psychologues ou par des prêtres. Quel mot ils utilisent en hébreu? C'est l'esprit. Non, mais le mot hébreu, c'est Je ne quoi? connais pas. C'est pas Neshama? Non, parce qu'on ne le prononce pas. Bon, d'accord. L'idée, c'est que la pensée, tout le monde sait ce que c'est. C'est le produit de la concentration. Le corps, bon, on sait ce que c'est. C'est le produit de l'alimentation, du sommeil, d'un exercice régulier, etc., d'un mouvement. Mais l'esprit, c'est quoi? Ça se trouve où? Alors, l'esprit, ce n'est pas la pensée. L'esprit, ce n'est pas l'âme. L'esprit, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas mais l'intelligence non plus. C'est pas l'intelligence non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver l'esprit? Et il semblerait au travers des sages que l'esprit est le résultat de la pratique des vertus, ce qui donne une force de caractère, ce qui donne du dynamisme, ce qui donne de l'affirmation, ce qui donne de l'assurance en soi. C'est la pratique des vertus seulement, cette discipline de la pratique des vertus. Et c'est ça qui fait des saints, c'est ça qui fait des médiums, c'est ça. Parce que la peur a été vaincue par la foi, par la pratique des vertus, tout simplement. Bon, ben là, on arrive avec un sujet très délicat. Vous développez des vertus. Et moi, je dirais que le magicien noir, le magicien négatif, là, j'entends par là, le dark side of the force, le côté sombre de la force. L'opérateur, le magicien négatif, dangereux, a développé lui aussi très exactement les mêmes qualités que l'autre. Autrement dit, ça prend un GI face à un Jedi. Le GI à la mitraillette qui va faire peur, mais qui va avoir développé une volonté, une force de caractère, une intuition, une imagination pour être capable de percevoir l'ennemi. Mais il va se servir de la mitraillette pour descendre tous les autres, alors que le Jedi, c'est celui de la force blanche, la force de la lumière, qui va essayer d'utiliser les mêmes pouvoirs, les mêmes qualités, les mêmes vertus. C'est pas facile de discerner le bon du mal là-dedans. Oui. Parce qu'à première vue, les deux ont la même présentation. Ils sont tous les deux vertueux. Il faut qu'ils le soient tous les deux vertueux. Monsieur, Oui. Il sait très bien qu'il fait mal. Le magicien qui pratique la magie noire, il va essayer d'accaparer quelque chose qu'il ne peut pas obtenir autrement. Pour cela, il va utiliser toutes ses forces et surtout, ce sont des forces négatives. Il y a une récompense par la suite, que ce soit pour l'argent ou encore pour obtenir l'âme d'un autre ou encore pour n'importe quoi, il va essayer. Donc, je ne vois pas ça comme
une pratique. Je ne peux pas comparer ça avec la magie. Alors, avant de se quitter, parce que juste au début du générique, vous verrez les numéros de téléphone des 3 invités si vous êtes intéressé à les consulter. Moi, la question que j'ai à leur poser en bonne conscience, c'est de dire, écoutez, moi, je reçois beaucoup de lettres de gens qui ont l'impression de vivre sous un envoûtement ou d'avoir été victime d'un sorcier quelque part. Comment peuvent-ils se fier à l'un d'entre vous en particulier ou avec un autre magicien ou un autre... Quelle est la mesure? C'est de la magie, parce que la définition que je donnais de la magie noire, pour les magiciens, c'est obtenir un changement selon la volonté, par des moyens non compris de la science occidentale moderne, pour obtenir un effet, un tort, physiquement ou non, aux autres ou à soi-même, consciemment ou inconsciemment. Mm-hmm. C'est pas nécessaire de passer par l'apprentissage de la magie pour faire de la magie noire. Non, mais je vous demande comment le public peut se fier à vous, parce que vous avez des pouvoirs. Seulement qu'on juge un arbre à ses fruits. C'est pas sur une annonce qu'on peut se fier, c'est à ce que la personne a déjà fait, et c'est par référence comme un médecin ou un dentiste. Ah, par référence. Si quelqu'un a été aidé, et il voit quelqu'un qui est dans le besoin, il dirait, viens donc avec moi, je vais t'envoyer voir un tel. Parce qu'il sait que lui a déjà été aidé. Donc, oui. Ils veulent bien son voisin, puis il va l'envoyer, c'est tout. Alors là, les gens, le public va se dire, s'ils sont passés sur l'émission de Glenn, c'est que Glenn les réfère. Je dois vous dire que je ne les ai pas consultés, je ne peux pas vous porter un porte-jugement. D'ailleurs, sur tous les invités que je reçois sur l'émission, soit qui sont amenés par des recherchistes, ou soit par contact direct, comme dans le cas de Bernard Simon, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous les présente à vous de faire votre choix. Peut-être qu'à travers les propos que vous avez entendus aujourd'hui, vous avez déjà une façon de les percevoir. À vous de faire l'expérience. On est dans l'ésotérisme expérimental. Et en se quittant, vous savez que lorsque vous entrez dans le Saint des Saints, c'est représenté de façon extérieure par une église. Et remarquez bien, et c'est très simple, ça saute aux yeux de tout le monde, que les églises ont 3 portes d'entrée. Vous arrivez devant une église, il y a toujours un petit lobby avec 3 portes. 2 petites de chaque côté et une grande dans le milieu. Les 2 petites de chaque côté, ou des fois ils sont dans un carré, mais il y a toujours 3 portes d'entrée pour entrer dans l'église. Une représente la porte par l'infiniment grand, tout ce qui vous intéresse vers l'extérieur, l'astronomie, l'astrologie. La porte de l'autre côté, c'est par l'infiniment petit, l'atome, l'alchimie. Ce sont des sciences qu'on disait occultes autrefois. Mais la porte du milieu, on en a parlé toute la soirée, c'est la magie. La magie qui est la voie du milieu, qui est la voie qui s'adresse à l'être tel qu'il est, sans aller dans les extrêmement grands ou dans les extrêmement petits, mais dans sa nature, et on a parlé tantôt de démarche naturelle. Et c'est la magie. Parce que dans la magie, la magie. Je crois, M. Glenn, que vous en savez beaucoup plus de nous déjà sur la magie. Rien qu'à vous entendre. Bonne semaine à tous et merci tous les 3. Merci. C'est ainsi que se termine notre rencontre d'aujourd'hui au Vidéo Randia numéro 17. Et oui, vous le voyez bien, derrière moi, l'église de Mont-Saint-Hilaire, avec ses 3 portes d'entrée, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et celle du milieu, la magie, dans laquelle l'âme agit. Alors, je vous invite à rester des nôtres la semaine prochaine. On va continuer dans cette avancée dans les phénomènes de pouvoir magique, psychique et spirituel. Vous savez qu'actuellement, à Notre-Dame de Bon Secours, à Montréal, dans l'église du Vieux Montréal, il y a une exposition qui débute cette semaine et qui dure 1 an pour expliquer à quel point, dans l'enseignement qui est fait par des prêtres, par des sœurs, dans des collèges, dans des couvents, à l'époque de la colonie et un peu après, dans les années 1800, on avait déjà une approche très scientifique avec des instruments élaborés, autant en chimie, en physique et tout. Alors, c'est quelque chose qui méritait d'être mis en évidence. Que ce soit l'Église qui a un sens caché dans le bâtiment, dans les formes, ou que ce soit de l'enseignement prodigué par des religieux, des religieuses comme à l'époque, mais qui rejoignait aussi la science de pointe. Ils allaient même chercher de l'information, de l'instruction ailleurs dans des pays d'Europe et revenaient
et des fois avec un bon professeur pendant une année ou deux pour préparer notre jeunesse. Vous savez qu'au Québec, actuellement, je l'ai remarqué sur le bord de la rivière Richelieu, regardez cette image. Ben oui, c'est quelqu'un qui a pensé à un événement, j'allais presque dire historique. Oui, Guy Lafleur, qui est un joueur de hockey, un des 3 plus grands joueurs de hockey de tous les temps, de l'équipe du Canadien de Montréal, l'une des équipes les plus grandes de tous les temps d'ailleurs. Vous savez que quand Guy Lafleur était dans les ligues juniors, dès qu'il montait sur la glace, sur la patinoire, on était assuré d'au minimum 2 buts comptés par Guy Lafleur. C'est un phénomène jamais été rejoint par quiconque. Alors on comprend quand on connaît des joueurs de soccer qui ont une importance mondiale que si le hockey canadien était devenu d'ampleur mondiale, ben il serait aussi connu que Messi et d'autres. Ben voilà, alors bonne semaine et je vous recommande encore une fois avant de vous quitter de lire attentivement le complément surprenant car vraiment c'est dans le complément surprenant de Gilles Surprenant de cette semaine qu'on va retrouver tous les éléments dont on a parlé dans cette émission qui remonte, je vous le répète, à il y a plus de 30 ans, alors que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, ne pouvaient pas connaître jusqu'à aujourd'hui. Bonne semaine! En passant, Guy Lafleur portait bien le nom et il portait très bien la fleur de lys, le symbole qu'on retrouve sur le drapeau du Québec. Guy Lafleur a-t-il été emporté, lui, par le cheval verdâtre qu'on appelle le beau joual vert? Qui sait? Pour les abonnés au Club Créé, n'ayez crainte, je retrouve mes énergies et mes forces abandonnées il y a environ 1 mois maintenant. Et ça se replace, comme vous l'entendez dans ma voix. Je pense avoir retrouvé 90% de mes énergies. Alors, c'est à suivre et on va reprendre le collier de mettre des éléments dans le Club Créé tel que prévu. L'information est là. Il suffit juste d'avoir l'énergie. Merci des bons conseils et des bons souhaits que vous m'avez fait parvenir pour ma santé. Et bonne semaine.